c'est drôle, on croit. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Backstage Podcast. Je suis Grégory Prud'homme et cette semaine je rencontre Stéphane Monsali. Alors si vous vivez en Chine depuis quelques années, vous avez déjà entendu parler de Stéphane puisqu'il est aujourd'hui impliqué dans énormément d'associations, mais les plus visibles restent la French Tech puisqu'il est l'un des fondateurs avec quelques-uns dont on parlera dans l'interview du hub de Shanghai de la French Tech. Il est aussi très impliqué dans EO qui est l'Entrepreneur Organization pour les entrepreneurs à Shanghai, mais il est aussi le fondateur de System in Motion et de Shop of the Future. Donc on va rentrer un peu dans le détail de qu'est-ce que fait System in Motion et de Shop of the Future sur la problématique en fait de tous ces retailers et leur besoin de mieux comprendre le marché chinois et tous les outils électroniques, IT, digitaux qui vont avec. On parle bien sûr de son histoire, de comment il est arrivé en Chine ici il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années, comment il a réussi à développer son projet avec une approche entrepreneuriale, comment il a réussi à rester et à survivre en Chine grâce à des pivots intelligents au bon moment. On parle d'organisation et on parle beaucoup de time management. En tout cas, on a passé un excellent moment pendant cet entretien et j'espère que vous allez pouvoir le partager aussi. Comme d'habitude, si vous aimez cette interview, je vous invite à le dire, laissez-nous des likes, des commentaires, abonnez-vous sur iTunes ou sur SoundCloud et surtout partagez-le avec vos amis, vos contacts, puisque c'est eux aussi qui vont pouvoir bénéficier de ce genre d'échange. Je vous laisse en compagnie de Stéphane et on se retrouve à la fin. Bonjour Stéphane. Bonjour Greg. Bienvenue sur un nouvel épisode de Backstage Podcast. Donc aujourd'hui, moi je suis très content de te recevoir puisque d'une, ça fait quand même un petit moment qu'on se connaît. Ça fait quelques années qu'on est en Chine tous les deux. Et puis plus récemment, on a commencé à je vais dire travailler, mais c'est pas ça, mais on a commencé à collaborer de plus en plus à cause ou grâce à la French Tech, dont tu as monté le hub de Shanghai avec nos amis Benoît Raoult et Augustin Missot, je crois aussi, ou comment c'était le début? Pascal Duriez, et Marc Févoire. Ah, vous étiez quelques-uns au début. D'accord. Alors, les gens te connaissent. C'est clair que ces dernières années, je crois que tu as très très bien travaillé ton personal branding. On te voit de partout. Beaucoup de gens sont hyper étonnés de voir en fait toutes les casquettes que tu portes aujourd'hui, puisque tu es bien sûr un chef d'entreprise et tu vas nous parler de System in Motion avec tous les nouveaux projets que tu développes. Mais tu es aussi très connu, bien sûr, on parle à l'instant de la French Tech, tu es dans EO aussi, Entrepreneur Organization, tu pourras nous en dire un petit peu plus aussi. Et je pense qu'il y a plein d'autres choses qu'on ne sait pas, que tu fais peut-être le week-end quand tu n'arrives pas à dormir. Alors déjà, peut-être pour commencer, comment tu es arrivé en Chine? Ça fait combien de temps que tu es là? Je suis sûr que les gens te connaissent aujourd'hui, mais finalement, ils n'ont pas idée de ton histoire en fait. La première fois où j'ai mis les pieds en Chine populaire, c'était en 98. D'accord. J'étais en mission à l'époque pour une grande banque française à Hong Kong. Ouais. Et pour Noël, j'avais décidé de ne pas rentrer en France et je suis venu passer Noël à Shanghai. Donc Shanghai en 1998, il y avait je dirais un côté un peu iconique venant de France, aucune idée de ce qui se passait en Chine. Enfin, c'était les Chinois à Paris, Jean-Yann, l'école Mao, les vélos dans la rue, et c'était une énigme, et ça m'intriguait beaucoup en fait la Chine populaire. Et donc moi j'ai passé un an à Hong Kong à l'époque, et mes collègues hongkongais m'avaient aussi donné une image un peu négative en disant fais attention, c'est dangereux. En plus, c'était des barbares de la rétrocession. Donc c'était juste après la rétrocession. Ils étaient ils étaient pas très contents que les Anglais soient partis et que les Chinois soient arrivés. Et donc j'ai essayé de venir avec un esprit ouvert. Ouais. Et déjà à l'époque en 98, pour visualiser un petit peu, Pudong en face du Bund, il y avait rien. Il y avait la Eastport Tower en fait, et puis l'espèce de boule qu'il y a devant. Et plein de petites maisons, il y avait des bulldozers qui attendaient pour détruire tout ça, pour commencer à construire les buildings. Voilà. C'était ça, 98. Et Shanghai était très différent physiquement. Et après, de 98 à 2003, je suis venu ici régulièrement pour les vacances. Mon épouse est chinoise et à l'époque, on revenait de temps en temps pour voir ma belle famille. Et donc j'ai vu Shanghai changer de 98 à 2003, et il était complètement évident qu'il allait se passer des choses très intéressantes à Shanghai. Et donc les changements étaient positifs. Pour toi, ça allait dans le bon sens. Tu voyais une vraie amélioration.
je sais pas si c'était positif, mais en tout cas c'était du changement. Et c'était du changement à une échelle, et c'est du changement visible et palpable dans l'urbanisme, dans la construction des routes, des autoroutes, des vélos, extrêmement rapides, enfin, incomparable avec ce que je pouvais avoir connu en France, à ce qu'on pouvait connaître en France à l'époque. Donc il était évident qu'il allait se passer des choses en Chine, et j'avais envie de venir ici en sachant consciemment que j'arrivais trop tôt sur le marché, mais je voulais pouvoir dire 14 ans plus tard, je suis là depuis 14 ans, et donc aujourd'hui je peux dire, je suis là depuis 14 ans. Je change mon pitch tous les ans, hein, depuis 13 ans, depuis 12 ans. Et ça a coïncidé à peu près avec une envie d'entrepreneuriat qui était motivée par un ras-le-bol de. Moi, je travaillais dans les banques avant et je travaillais dans l'informatique dans les banques. Donc un peu un ras-le-bol du management moyen exécrable des grands groupes, et puis aussi un plafond de verre d'être informaticien dans les banques et de pas être banquier. Et donc pas avoir accès ni à des postes de management, ni à des postes un petit peu plus business. Voilà. Et donc le pitch était simple, je vais aller dans un pays que je connais pas, où je parle pas la langue, créer ma boîte, à un endroit où j'ai pas de réseau, ça devrait bien se passer. Parce que t'es vraiment arrivé sans idée de ce que tu allais faire, t'es arrivé avec ton sac à dos et ta femme en gros, et tu savais pas ce que t'allais faire. Donc je savais ce que j'allais faire parce que comme je parlais pas la langue, j'avais pas de réseau, je connaissais pas le marché, je vais quand même faire un truc que je sais faire, c'est des projets informatiques. Okay. Et donc le premier modèle de système InMotion qui s'appelait d'ailleurs Jump Technology à l'époque, il y a des personnes qui s'en souviennent. Oui. C'était de faire de l'outsourcing parce que les salaires étaient très bas à l'époque. Les salaires en Chine étaient très bas, donc il y avait un gros différentiel de salaire entre l'Europe et la Chine. Et donc on pouvait acheter des ressources ici pas chères et les revendre un tout petit peu plus cher et faire de belles marges à l'époque. Donc les clients étaient en Europe à l'époque, sous-traitaient ou outsourçaient une partie de leurs besoins en informatique, c'était toujours ça. Tout à fait. Et donc ils sous-traitaient ça à Jump Technology à l'époque. Voilà. Et toi, du coup, tu avais une grosse équipe ici, j'imagine alors. On a démarré avec 8 personnes. Donc on est passé de 0 à 8. Avec des bureaux, avec des ordinateurs, avec des équipements IBM qui coûtaient relativement cher à l'époque, parce que c'était le brief du premier projet qu'on a signé. Et puis il y a eu un premier désenchantement, c'est que j'avais plein de copains dans les banques, et quand je suis sorti, c'était plus trop mes copains, et ils me donnaient plus trop les projets auxquels je m'attendais. Donc le premier projet était finalement assez facile à signer, et de toute façon, on a mis en place la structure que quand on a eu le premier projet, une taille significative qui nous donnait de la visibilité. Et puis ce projet s'est arrêté. Donc on s'est retrouvé avec des bureaux, des machines IBM, 8 personnes et pas de revenus. Et pas de clients. Et là on a commencé à ramer. J'ai appelé tous mes copains, donc c'était plus mes copains, c'était juste des copains quand j'étais dans la même tribu qui est à côté. Donc là c'était un peu plus difficile, mais finalement j'ai retrouvé d'autres copains dans d'autres cercles. Là je faisais pas mal d'allers-retours, et puis par relation j'ai rencontré une entreprise qui venait de se monter et qui voulait outsourcer, et qui a outsourcé en Roumanie avant dans leur ancien modèle, qui voulait pas outsourcer en Inde, et la Chine ça leur a plu, qui est devenu assez rapidement mon plus gros client. Mais pas une banque là du coup. Non, c'était pas une banque. Enfin c'est quand même des gens qui travaillent dans la banque, c'est des gens qui développaient des outils logiciels pour la banque. Et puis le CTO est parti aux États-Unis, et donc là j'ai eu une période où je passais une semaine à Paris, 3 semaines à Shanghai, une semaine à New York, 3 semaines à Shanghai. Donc, j'ai fait des miles assez rapidement, j'ai été gold sur China Eastern très vite. Et là, on a pu commencer à monter l'équipe, et ça a été des clients jusqu'à la fin de l'année dernière. Donc, ça a été des clients quand même assez fidèles avec qui on a tourné pendant 10 ans. Voilà. Donc Jump Technology, ça a commencé en quelle année alors? Donc, ça a commencé officiellement juillet 2004. D'accord. Et on a encore un client qui est dans ce modèle-là. En fait, c'est un client qui a racheté un logiciel de notre premier client, mais qui nous a gardé comme fournisseur. Ah, parfait. Très bien. On est très contents, et je les salue. S'ils écoutent, ces Américains, ils ne doivent pas écouter. Et en 2008, on s'est rendu compte qu'il y avait potentiellement un marché en Chine pour nos services. Moi, j'avais fait l'hypothèse à tort ou à raison, et aussi parce que j'avais pas de réseau, j'avais fait l'hypothèse à tort ou à raison que nos services n'avaient pas de marché ici en Chine. Mais j'ai croisé un Français au coin de la rue en 2008 qui avait des besoins. Lui, c'était un importateur de cosmétiques. Okay. Et puis de lui, on a rencontré d'autres gens qui étaient des exportateurs. Donc 2008, il y avait quand même pas mal de traders, pas mal de gens qui faisaient de l'export. Et on a commencé à offrir des services ici
assez PME, petites à grosses PME, qui étaient des traders, des importateurs, des exportateurs. Et on a commencé à développer des services. Et on les a appelés System in Motion pour différencier la marque, puisqu'on n'était plus là en outsourcing, on était sur notre marché propre. Voilà. Ces traders, après, le marché des traders s'est beaucoup consolidé, pas mal des étrangers qui faisaient ça sont partis, ont revendu, il y a eu de la consolidation. Les marques ont aussi créé leur propre bureau d'achat. Les marges se sont réduites d'année en année. C'est un business qui était très difficile. Et donc on s'est tourné vers les retailers, donc vers les importateurs, qui eux avaient des clients ici et vendaient leurs produits ici en Chine. Et avaient une vraie demande du coup. Avec une vraie demande spécifique, avec une difficulté de compréhension du marché chinois pour les équipes en France. Et principalement les départements informatiques. Ouais. Ouais. Et en plus beaucoup de changements, enfin ça évolue tellement vite que eux avaient peut-être du mal à rester dans la... En 2010, il y avait encore des choses je pense que l'Europe avait encore des choses à apporter en Chine. En 2012, c'était des modèles différents, il n'y en avait pas forcément un qui était mieux que l'autre. En 2018, clairement, il faut venir en Chine pour comprendre et apprendre le retail, le e-commerce, le O2O, le new retail. Clairement, on est passé de l'autre côté de la barrière et la Chine a très clairement pris de l'avance. Donc là, les discussions sont un petit peu différentes. Et ça, c'est quelque chose qui s'est passé graduellement et qu'on a vu et qu'on a suivi. Étant en Chine, il faut toujours, on va dire, surfer sur la nouvelle vague, mais les vagues, elles changent très très vite. Donc, ce qui était évident pour nous, on a suivi le marché dans lequel on était. Mais l'explication qu'on donne au headquarter, que ce soit au general manager, au CEO ou à l'IT manager, au DSI en France, ces discussions-là ont changé et ont évolué avec le temps. Et il a fallu continuer à expliquer des choses différentes et continuer à leur expliquer que les choses changeaient très très rapidement, ce qui est difficile. Alors maintenant, on les voit passer, par exemple dans le cas de la French Tech, ils viennent en learning expedition et ils ont compris que les choses avaient bougé et qu'il fallait y venir. Mais pendant pas mal d'années, il fallait expliquer ça au téléphone à distance le soir dans des conf calls avec la France. C'est vrai. Je me rappelle que moi, ayant travaillé aussi dans l'accompagnement d'entrepreneurs ou même de sociétés en général, en fait, je vois bien qu'avant, ils avaient une idée plutôt claire de ce qu'ils voulaient, alors qu'aujourd'hui, les choses ont tellement changé qu'ils viennent apprendre. En fait, la Learning Expedition, c'est quelque chose qui a assez tendance, on le voit beaucoup maintenant, on va dire depuis 1 an ou 2, il y a quelques sociétés qui sortent bien sur cette vague-là, mais je trouve que c'est quelque chose qui est nouveau et qui a du sens, et on voit de plus en plus de sociétés qui réalisent qu'il y a un vrai gap, elles ne comprennent pas en fait à quelle vitesse va la Chine, et en fait ils sont obligés de venir voir. Il y a quand même des sociétés qui viennent très très souvent étudier justement ça. Et le challenge qui était, alors il a changé dans son exécution, mais il n'a pas changé dans sa nature. Le gros challenge pour une marque internationale aujourd'hui, c'est de pas perdre sa stratégie. La marque ici, il ne faut pas la dénaturer quand elle vient en Chine. Donc la stratégie de marque et même la stratégie IT globale, il faut la respecter en Chine. Mais son implémentation est différente. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle serait l'erreur, comment on perdrait cette stratégie-là? On perd ça en prenant des fournisseurs IT chinois et en déployant des solutions IT 100% chinoises, en déployant un CRM qui est 100% WeChat, par exemple. D'accord. Et tu vas dire qu'ils ne sont pas compatibles. Voilà. Donc le CRM, c'est un bon exemple. Le CRM et les programmes de fidélité, c'est un bon exemple. Il y a en général, les marques, elles ont en Europe une assez grande maturité stratégique sur des programmes de fidélité, sur la compréhension de la donnée, sur la segmentation. Donc cette compréhension-là et ces outils-là sont encore aujourd'hui relativement plus développés. Par contre, ils ne savent pas projeter ça sur des consommateurs chinois et sur des usages WeChat. On a eu ces discussions-là on les a encore assez régulièrement. Donc tout le jeu, c'est de dire, donc vous en France ou en Europe, vous avez une grande expérience de programme de fidélité, vous les déployez depuis 10 ans, vous savez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, mais vous ne connaissez pas WeChat. Vous en Chine, vous connaissez WeChat, vous connaissez les consommateurs chinois. Par contre, votre programme de fidélité, il a 2 mois, ou il a 3 mois, et il est fait à coup de coupons et de discounts. Donc, comment ces gens-là vont travailler ensemble pour apprendre les uns les autres et en général faire du transfert de connaissances dans les deux sens et réappliquer en Europe des stratégies ultra rapides et d'engagement mobile qui sont très très mûres en Chine. Et à l'inverse, des stratégies de fidélisation plus sur le long terme
qui sont très matures en Europe. D'accord. Voilà. Donc dans ta solution, il y a quand même énormément d'éducation et de consulting. Des deux côtés. Ouais, bien sûr. Et ça nous amène à Shop to the Future. Parce que c'est pas simplement de l'implémentation. Non. Tu vois, quand on parle d'informatique, je pense que les gens vont avoir, ils ont une approche que je vais avoir, qui est, on fait du code, on utilise des ordinateurs. Tu fais du code? moi je fais pas grand chose, je fais des podcasts. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que en fait, vous avez vraiment une solution où en effet, vous essayez de faire en sorte que ces deux branches communiquent, s'intègrent, que ce soit la France et la Chine, en prenant un exemple très simple. Donc il y a un aspect informatique, mais il y a toute la partie éducation qui vient autour. Et justement, donc Shop to the Future, c'est donc on peut pas réussir. Donc le projet informatique, il peut pas réussir s'il n'y a pas ce travail d'éducation et s'il n'y a pas cette compréhension. Donc on faisait beaucoup d'éducation et on faisait ça pas mal et on s'est rendu compte qu'on le faisait gratuitement et c'était pas une bonne idée. Et oui. Donc on a décidé de le structurer et on a décidé de le structurer sous forme de conseils à valeur ajoutée et c'est comme ça qu'est né le projet Shop to the Future. D'accord. Voilà. Okay. Donc en se concentrant sur ce qui est un problème très aigu aujourd'hui qui est le magasin physique en Chine, dont tout le monde prédit la mort depuis 5 ans. Et puis c'est pas prêt d'arriver. Il y a tellement de kilomètres carrés d'espace retail partout dans les grandes villes chinoises, mais le trafic est en perte de vitesse pour quasiment toutes les marques et quasiment tous les segments. Donc comment résoudre ce problème-là? Et ce problème-là, il se résout pas par la technologie, même si à un moment donné on va intégrer de la technologie. Il se résout d'abord vers la réflexion et vers se poser pendant une journée ou pendant 2 jours et réfléchir. Ce que les équipes locales font pas très souvent. Et donc ça passe par ça et ça passe aussi par du cross-fonctionnel. Okay. Donc d'avoir autour de la table du marketing, de la vente, du merchandising, éventuellement supply chain, finance, un peu de management, et à dire ok, qu'est-ce qui se passe dans mon magasin, qu'est-ce qui se passe pas, qu'est-ce qui devrait se passer, ou bien s'ils veulent créer un nouveau concept complètement différent. Qui sont vos consommateurs, est-ce que vous leur parlez de temps en temps, ça c'est un commentaire que l'on a qui est assez rigolo dans notre méthodologie. On leur dit à un moment donné vous allez parler à un client, un vrai client, et chacun va appeler un vrai client. Et certaines marques, pas toutes, et je ne vais pas citer de nom, quand on leur dit ça, on leur dit mais les gens au marketing ils connaissent pas de clients, ils n'ont jamais vu un vrai client dans la vraie vie. Ah c'est pas mal. Et on dit on va peut-être commencer par ça. Ouais, c'est peut-être une première étape d'aller voir des clients. À notre connaissance, ils ne mordent pas. Ils n'ont jamais mordu les gens du marketing. Mais faire du marketing derrière son écran en lançant des campagnes, malheureusement, dans certaines parties et pour certaines marques, les gens ont fait toute leur carrière comme ça et continuent à le faire sans se poser trop de questions. Alors quand tu expliques un peu les gens que tu vas mettre autour de la table, on revient à ce background très informatique, ton parcours, etc. Du coup, dans ton équipe aujourd'hui, tu as quel type de profil? Parce que il faut des gens du retail, des gens de la technologie, des nouvelles technologies. Enfin, du coup, tu as quel type de profil dans ton équipe? Il y a combien de personnes déjà pour avoir une idée? On est 38 aujourd'hui. Okay. Donc, on a des informaticiens, mais c'est des informaticiens qui ont en général plusieurs cordes à leur arc et qui n'ont pas peur de la technologie. D'accord. Et qui n'ont pas peur d'aller essayer des nouvelles choses. Alors, ce que l'on n'a pas aujourd'hui dans nos équipes, et c'est une question qu'on est en train de se poser, c'est les gens du hardware. Et pour certains projets, potentiellement, on peut en avoir. Mais de toute façon, on ne saura pas tout faire. Donc, on est en train aussi de tisser un lien vers les startups, de pas réinventer la roue et d'aller chercher les bonnes startups. Donc ça, c'est un travail que je fais à travers un accélérateur, à travers Xnode, même à travers la French Tech. Tu le fais pour la French Tech, c'est d'aller chercher les bonnes startups, les bonnes technologies. Parce qu'il y en a des nouvelles qui se créent tous les 3 mois et qui ont des bonnes idées tous les 3 mois et tous les 6 mois. Et ça pourrait venir compléter ton offre, du coup tu vas utiliser leurs services. Et on ne va pas aller investir dans toutes les innovations technologiques et dans toutes les branches des technologies. Il y en a beaucoup trop. Donc on tisse ce réseau de partenariats et on veut le rendre plus fort. Donc ça c'est le socle, je dirais technologique. Au-dessus de ça, on a des consultants. La définition d'un consultant, à l'origine, c'était des gens qui codaient pas, qui savent pas coder. Enfin, c'est des gens qui ont de la valeur ajoutée en paiement mobile, en retail, en supply chain, en traçabilité. D'accord. Qui ont quasiment tous des compétences aussi en gestion de projet, en accompagnement. Et là, on forme certains d'entre eux, on les forme à du conseil, donc vraiment un cran au-dessus.
Et on apprend en marchant et on invente la méthodologie au fur et à mesure des besoins. Ouais. Donc un client a un besoin particulier, on a 60% des outils, on les remet dans l'ordre, on rajoute, on va chercher les outils méthodologiques qui nous manquent et on continue à construire ces offres. Voilà. Et en plus de ça, on crée des partenariats stratégiques. Donc on est en discussion avec Xnode pour un partenariat stratégique, pour un projet, pour un produit aussi commun d'accélération et d'innovation en retail. Donc voilà, autour de la notion du Shop of the Future, donc d'une nouvelle innovation retail. Ouais. Donc avec Xnode qui est l'accélérateur à Shanghai aujourd'hui qui travaille beaucoup justement en corporate innovation. Par rapport à tes clients aujourd'hui, on a l'impression qu'en fait tu fais du coup énormément de sur-mesure. Toujours, ouais. Voilà, parce qu'en fait tu es obligé d'adapter à la problématique à ton client. Le client vient avec quel type de problème aujourd'hui? C'est quelqu'un qui est très loin derrière et qui se dit on doit rattraper notre retard dans les nouvelles technos, ou alors on est en train de rater, on n'est pas très satisfait de ce qui se passe au niveau magasin et on a besoin de s'adapter. Quelle est la problématique de base quand on vient taper à ta porte? Ou alors c'est toi qui l'identifie la problème? Alors, on les aide beaucoup à définir leur problème et définir le besoin. En fait, il y a une différence entre les clients existants et les nouveaux clients. Voilà. Donc nos clients existants, c'est des gens avec qui on a déjà travaillé dans le passé, qui nous font confiance, et là ils viennent nous voir. Et là ils nous appellent avec leurs problèmes et avec les nouveaux problèmes ou une fois on leur résout des problèmes. Donc quand on en a résolu un, il y en a un qui était caché derrière qu'on voyait pas avant. Et donc avec ceux-là, avec ces clients-là, encore une fois, c'est comme ça qu'on a travaillé pendant 10 ans avec nos clients américains et c'est comme ça qu'on approche des 10 ans avec aussi des clients ici en Chine. C'est parce qu'ils sont contents des services et qu'on continue à travailler avec eux. Donc là effectivement c'est eux qui nous appellent. Et de temps en temps, on leur dit, tiens, on a fait ça, pour leur donner des idées, pour montrer qu'on peut faire autre chose que le premier projet, qu'on peut faire des choses différentes pour eux. Donc ça, c'est pour des clients existants, et je dirais que c'est de la gestion de compte, et c'est vraiment des collaborations dans la durée. Des nouveaux clients, la première étape, c'est d'identifier effectivement quel est le problème le plus aigu aujourd'hui. Ça prend un petit peu de travail. Mais l'avantage avec Shops of the Future, c'est qu'on rentre très rapidement dans l'atelier, on rentre très rapidement dans l'action et on rentre très rapidement dans l'accélération. Et même si le problème n'est pas très bien défini, ou si le management a une idée à peu près de ce qu'il faudrait résoudre, même s'ils ne savent pas trop comment on va faire, on peut rentrer directement dans le workshop et c'est là où le conseil est extrêmement utile. On n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer à travailler. Et une partie du travail est de trouver les réponses, voire même de trouver les questions. C'est la raison aussi pour laquelle on a créé cet étage de conseil. D'accord. Donc oui, en effet, de toute façon, au niveau du consulting, on pose énormément de questions. Moi, étant passé aussi un peu par là, c'est d'abord poser des questions, et puis plus ça va, plus tu vas dérouler et tu vas identifier potentiellement un problème et toute une série derrière. Il ne faut pas y répondre trop vite. Ah non, c'est facture. Et alors aujourd'hui, justement, quelle est l'erreur que tu vois assez régulièrement aujourd'hui en fait, les sociétés qui viennent justement, ou alors parce que toi c'est pas forcément des sociétés qui arrivent, c'est des sociétés qui sont déjà là. Des retailers qui sont déjà présents. Les deux, ouais. Quelle est l'erreur un peu tarte à la crème que tu vois allez, c'est toujours un peu la même chose, quoi. C'est très facile, il nous faut de la tech. Elle cherche de la technologie. Donc elle croit que la solution est dans la tech. La solution c'est la tech. On veut de la tech, il nous faut de la tech. Quelles sont les meilleures techs? Donnez-nous de la tech. Quelle est la tech la plus innovante, etc. Donc ils sont omnibulés par les startups, les Mobike, les Alibaba, et ils pensent que la technologie va guérir le cancer. Ce qui est vrai finalement. Au fond, c'est vrai que la technologie a déjà aidé sur plein de domaines et aide à guérir le cancer. Mais c'est pas la bonne manière d'aborder le problème, parce qu'on se retrouve avec une technologie qui essaie de résoudre un problème, et si c'était pas le bon problème, c'est la bonne réponse à la mauvaise question. Donc on les ramène un cran en arrière en disant d'accord, vous cherchez de la tech, mais c'est quoi votre problème? Et donc le type de discussion c'est il nous faut un CRM. D'accord. Alors c'est quoi votre problème? Notre problème c'est qu'on n'a pas de CRM. D'accord. mais c'est quoi le problème de ne pas avoir de CRM? Qu'est-ce que ça a comme impact sur votre business de ne pas avoir de CRM?
Ah bah en fait tout va bien, ok. Ou alors on voudrait booster les ventes. Un CRM n'a jamais augmenté les ventes. Donc c'est pas la bonne solution. Ouais. Donc quel est votre vrai problème? Et là on commence à creuser, et là on commence à travailler. Ouais. En fait c'est toujours un peu le même chemin. T'as écouté quelques épisodes et tu vois que en fait ceux qui réussissent le mieux en fait ont identifié un problème à régler quoi. En fait il y a un vrai problème et on va creuser sur cette solution. Et alors justement tu vois toi tu expliques à ces clients-là comment ils vont pouvoir se tenir au courant, tu vas les éduquer sur les nouvelles tendances retail, qui peuvent être tech ou pas tech, comme on a dit. Comment toi, tu fais pour te tenir au courant? Comment tu fais pour être toujours... Il faut être dans l'écosystème et il faut rencontrer les startups. Et puis c'est aussi... si je rencontre 10 retailers dans une semaine, ce que m'a dit le premier va m'aider à discuter avec le deuxième, qui va m'aider à discuter avec le troisième. Ouais. C'est-à-dire que c'est aussi des sources d'informations parce que eux ils ont vu, chacun voit peut-être 10% du marché, mais s'ils en voient 10, j'ai vu potentiellement pas tout à fait 100% parce qu'il y a un peu de recouvrement, mais c'est aussi une manière d'être dans l'écosystème des deux côtés. Ouais. Et c'est d'être dans l'écosystème, c'est d'être dans la French Tech, c'est d'être chez Xnode où on est aujourd'hui, c'est d'être chez Churn Accelerator, de voir ce qui se passe, de lire un petit peu les news, même si j'ai pas trop le temps pour faire ça, et de voir un petit peu ce qui est dans l'air du temps. Ouais. Alors, tu parlais justement de ne pas avoir trop le temps. C'est marrant parce que aussi, nous on a collaboré ces dernières années sur une sorte de formation que tu as développée, on peut dire, qui est au niveau du time management, parce que les gens, ou la gestion du temps, parce que les gens ont bien compris une chose avec toi, c'est que tu fais beaucoup de choses, et tout le monde est assez épaté de voir comment tu arrives à t'organiser. Et justement, tu en as développé une sorte de petite formation que tu vas volontairement assez régulièrement d'ailleurs refaire à Shanghai, parce que tu vas utiliser différents groupes, tu vas aller la refaire et essayer d'éduquer un maximum de gens, parce qu'on a un peu l'impression qu'à Shanghai, tout le monde n'a pas assez de temps. Donc, toi, tu as développé ça. Quel était, sans refaire la formation, parce que c'est pas l'idée là, mais pourquoi est-ce que tu t'es dit que tu allais faire une formation et que tu allais la transmettre en fait? Pourquoi tu t'es dit que tu allais transmettre ce savoir? D'abord, je l'ai développé parce que j'en avais besoin. Mais ça, tu l'as fait pour toi. Je l'ai fait pour moi, effectivement. Et puis petit à petit, je me suis et je pensais que tout le monde savait gérer un calendrier et que tout le monde arrivait à gérer ses priorités et puis qu'à la fin de la journée, ils avaient fait à peu près ce qu'ils pensaient être raisonnable. Voilà. Et en fait, en discutant avec les gens, je me suis rendu compte que pas du tout et qu'ils rentraient chez eux très tard, alors que je rentre chez moi à peu près à l'heure où j'ai prévu de rentrer. Donc c'est effectivement c'est ce que tu disais il y a quelques minutes. J'ai découvert qu'il y avait un besoin sur le marché. Donc ça c'était le premier élément. Et le deuxième élément, monter un atelier et former des gens et transmettre, c'est aussi une compétence. Voilà. Et c'est une compétence que je trouvais intéressante. Et donc c'était l'occasion d'apprendre en faisant. Et ce qui m'est très utile aujourd'hui pour Shops for the Future, bien sûr, puisque je recycle ces compétences de savoir concevoir un atelier, savoir concevoir le guide pédagogique qui va avec, prendre des notes, faire des exercices individuels, faire des exercices de groupe. Donc tout ça, c'est des éléments. C'est aussi des éléments que j'ai récupérés de EO, d'Entrepreneurs Organization, où je suis devenu aussi formateur pour leur programme d'accélération. D'accord. Où j'avais aussi, donc j'ai suivi des formations à l'intérieur de EO qui m'ont amené des outils méthodologiques que j'ai réutilisés aussi pour devenir formateur à l'interne. Donc tout ça, ça se recycle. Et ça permet aujourd'hui de livrer des produits de conseil qui sont assez bien calibrés et qui sont bien gérés. Donc tout ça construit, les briques se construisent les unes au-dessus des autres. C'est un objectif que tu as de pouvoir être meilleur speaker, meilleur mentor, de pouvoir accompagner comme ça les entrepreneurs qui en ont besoin. C'est vraiment un objectif que tu t'es... Alors il y a d'abord un désir d'apprendre. Je pense que le jour où on arrête d'apprendre, il faut se poser des sérieuses questions. Et je pense que je me l'applique à moi, mais je pense que c'est vrai pour tout le monde. Et je pousse mes managers à continuer à apprendre. Et je disais tout à l'heure que nos développeurs sont assez agiles et versatiles.
c'est pas forcément leur nature première, il faut les pousser un petit peu. Et je leur dis, et je les regarde dans les yeux et je leur dis moi j'ai été développeur au début de ma carrière, et je leur dis tous les langages qu'on utilise aujourd'hui, il n'y en a pas un qui existait quand je suis sorti de l'école. Donc si vous pensez faire une carrière dans l'informatique avec ce que vous avez appris à l'école, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Donc c'est pour les informaticiens, c'est très évident. Et quand on vit en Chine, c'est évident pour tout le monde qu'il faut apprendre, il faut continuer à apprendre, il faut continuer à s'améliorer et à acquérir des nouvelles compétences. Dans ma jeunesse, je faisais du jeu de rôle, et dans le jeu de rôle, tu acquiers de l'expérience et tu gagnes des points d'expérience. Et ça s'arrête jamais. Et il faut pas s'arrêter, il faut jamais s'arrêter. Donc il y a d'abord ce désir, il y a d'abord ce désir-là, qui est aussi motivé par ce que j'ai vu, par effectivement des gens qui faisaient la prise de parole en public, et des gens qui m'ont inspiré en parlant. Non mais ça peut être moi. Ok, si ça doit être moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et petit à petit, monter, se mettre en danger aussi, se mettre dans des situations inconfortables. Tout ça fait partie. Pour continuer à apprendre, en fait. Pour continuer à apprendre et puis se rendre compte que finalement c'était pas si difficile et de quoi j'ai besoin pour passer à l'étape suivante. D'accord. Et alors justement, dans toutes ces nouvelles étapes et ce que tu essayes de faire, je sais que tu es assez généreux de ton temps, même si tu es très occupé, en fait on peut quand même relativement trouver un moment dans ton calendrier et te solliciter. Et finalement, quels sont les sujets sur lesquels tu vas dire oui, ok, j'y vais, et ça par contre non, ça je vais pas le faire. Je sais que tu vois, on est tous les deux mentors pour l'UTT, là, l'UTIUS. Tu vois, ça c'est le genre de choses où toi tu as dit oui. Il y a d'autres choses auxquelles tu dois dire non. Généralement, est-ce que tu arrives facilement à dire bon alors ça oui, je vais donner de mon temps, et ça non, pas du tout. Donc, déjà le temps je le donne, enfin je le mesure, c'est ce que j'enseigne, mais c'est aussi ce que je m'applique. Donc l'engagement en temps, il doit être très précis. Donc si quelqu'un me demande du temps pas très bien structuré, pas très bien organisé, ça va être vite décidé. Voilà. Et le temps bien organisé, c'est un créneau récurrent tous les jours, heures, de semaine en semaine. Et avec un début et une fin. Ensuite, c'est donc qui vient, comment la personne se présente, est-ce que c'est structuré, et quelle est la valeur que je vais apporter. Donc je mesure la valeur que je vais apporter. Donc quelqu'un qui vient en retard au premier rendez-vous, c'est même pas la peine de prendre un deuxième rendez-vous. Ou en tout cas, ce sera potentiellement, éventuellement, je peux avoir un créneau dans 2 semaines ou dans un mois ou un mois de septembre que t'es pas à la disposition. Je le suis pas. C'est normal. De facto, je le suis pas. Donc, si quelqu'un veut de mon temps, il faut que la valeur soit tangible, et je mesure la valeur que j'apporte. Moi, j'en retire toujours quelque chose. Et voilà ce que j'allais dire. Tu mesures plus ce que tu vas apporter plutôt que ce qu'il y a au bout pour toi, en fait. Ça dépend. Ouais. Ça dépend. En fait, ça dépend. Ça dépend qui. C'est vraiment au cas par cas. Ouais. Ça dépend qui. Par quel réseau cette personne est arrivée. Donc si je m'engage dans un réseau, si je m'engage dans la French Tech, si je m'engage dans You, et je me suis engagé, m'engager dans ce réseau, ça veut dire y consacrer du temps, encore une fois un temps que je mesure et que je pèse. Donc tout ce qui va venir par ce réseau va avoir une priorité plus élevée, parce que je m'y suis engagé. Si un jour je m'y engage plus, je m'y engage plus, ou différemment, ou à un niveau inférieur. Donc cette notion de réseau et d'investissement. On était hier soir, il y avait l'événement annuel de fin d'année fiscale, l'accélérateur EO. Et il y a une phrase qui est revenue plusieurs fois, et c'est pas la première fois qu'on l'utilise, ça fait partie un petit peu des gimmicks de EO. C'est plus on donne et plus on reçoit. Et c'est très vrai dans EO. Et je pense que dans une certaine mesure, c'est aussi vrai dans la French Tech. Donc la valeur que l'on donne dans une communauté, le retour va être proportionnel à ça. Voilà. Parce que de toute façon, tu as aussi choisi d'être très visible. Tu es aujourd'hui tu fais partie de la plupart des accélérateurs qui ont le vent en poupe, des communautés qui sont aujourd'hui très importantes. Donc à partir du moment où tu as décidé aussi d'être visible, tu te mets aussi, enfin tu es là et tu vas te faire solliciter. Enfin tous les deux. Je pense pas que j'ai choisi d'être visible. J'ai choisi d'apporter de la valeur. Ah oui, d'accord. Ce qui m'a amené de la visibilité, c'était pas un objectif. Non, mais
Oui, d'accord. Honnêtement, très honnêtement, en rentrant en montant la French Tech, déjà, pendant 6 mois, on était sous-marin. Oui, complètement. Pas du tout visible avant de savoir ce qu'on allait faire. Tu pourras vérifier avec les autres. Oui, je sais. Donc c'était pas un désir de visibilité. Et avant d'avoir trouvé un modèle qui apportait de la valeur à la communauté, on n'a rien fait. On n'a parlé à personne. Voilà. Et le jour où on pensait avoir quelque chose qui devrait fonctionner, on a décidé de faire un premier événement. On pensait avoir 30 personnes et on en a eu 80. Ouais. Et on s'est dit, il y avait un besoin dans la communauté, mais il n'y avait pas un désir de parler devant 80 personnes puisqu'on pensait qu'il y en aurait 30. Ouais. Et il n'y avait pas forcément un désir d'attirer des grands groupes ou le gouvernement, même si structurellement il est dans la French Tech, c'était pas un désir. En tout cas, ça l'était pas pour moi. Je parle en mon nom propre. Et c'est venu après. Et quand je prends la parole pour la French Tech, c'est pas parce que j'ai envie de prendre la parole et c'est pas parce que j'ai envie d'être sur scène. Si quelqu'un le fait aussi bien que moi ou mieux, je lui donne le micro demain matin. Et j'espère que quelqu'un va le faire. Ça, c'est un appel à la communauté. J'attends avec impatience que quelqu'un prenne le micro. Et si quelqu'un vient, et j'espère que ça va arriver. On a écrit dans l'institut du hub de la French Tech Shanghai qu'on arrêterait au bout de 3 ans. Ouais. C'est maintenant. Ouais. Et j'espère que ça va arriver. On va y arriver, mais je me rappelle très bien d'une des premières fois où on avait parlé French Tech avec Benoît et toi, avec Benoît Raoult et toi. Ce que vous aviez dit, c'est nous on monte quelque chose et dès que ça roule, on se retire. Ouais. Dès que ça roule, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prenne la main. Apparemment, ça roule pas. Et non, parce que vous êtes encore là. Ou alors, vous vous êtes rendu indispensable et du coup, ce qui serait une mauvaise nouvelle. Ce qui serait une mauvaise nouvelle. Donc ça pour le coup dans EO, et j'utilise beaucoup de ce qui se passe dans Entrepreneur Innovation et j'amène beaucoup des techniques et des usages dans la French Tech. Il y a une rotation naturelle. Donc quand j'ai monté l'accélérateur dans EO, quelqu'un l'a repris, c'était structurel, c'est dans les statuts et c'est dans l'organisation. Quelqu'un l'a repris l'année d'après, il a fait un boulot excellent, j'ai pu le voir hier soir. Et lui est remplacé par quelqu'un d'autre. Et il y aura toujours quelqu'un derrière pour le reprendre. Est-ce que tu arrives à mettre ça en place dans ton équipe chez Shop of the Future ou System in Motion? Alors j'ai pas encore été remplacé. Par contre, un petit peu si dans le management. Aujourd'hui, t'es assez bien structuré avec des gens qui managent. J'ai des managers. Voilà. Les décisions sont de plus en plus collégiales. Par contre, ce qui se passe, c'est que le boulot. Encore une fois, ce qui est important, pas forcément le titre, c'est que ce que font mes managers aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils faisaient l'année dernière, c'est pas ce qu'ils faisaient il y a 2 ans, et c'est pas ce qu'ils faisaient il y a 3 ans. Donc, ils ont appris des choses. Ils ont des compétences différentes, leur manière de gérer les équipes est différente. Leur vision a changé, les outils qu'on utilise ont changé. Donc c'est plutôt l'amélioration continue. La pyramide peut avoir la même tête, mais ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur est différent. Donc du coup, tu crois vraiment que l'évolution en fait de tes équipes passe aussi du coup par beaucoup de formation parce que du coaching, tu les coaches et tu formes énormément. On s'arrête jamais. Ouais. Est-ce que tu fais beaucoup de mentoring? On a parlé tout à l'heure un petit peu de Lucius, mais c'est pas vraiment du mentoring de start-up, mais est-ce que tu le fais un petit peu? Oui, ça arrive. Oui. Ouais. La frontière entre le coaching et le mentoring est assez fine. Oui. Des comparaisons et des définitions, mais ça, à la fin, ça revient un petit peu à la même chose. Oui, encore une fois, les gens qui le demandent, qui se structurent, à qui je peux apporter de la valeur, qui reviennent, qui font leur devoir à la maison et qui prennent des décisions suite à une discussion. Ces gens-là, je suis toujours content de les revoir. Ce que j'ai remarqué en fait, et c'est peut-être, je sais pas si c'est de ma faute, mais de plus en plus, je vois les entrepreneurs venir me voir une fois, pendant 1 heure, ils repartent, ils ont 1 an de boulot, et ils transforment un peu leur business model, et ils sentent pas le besoin de revenir me voir pour vérifier. Et peut-être parce qu'ils n'osent pas. Je sais pas. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre que le temps des gens a de la valeur, et qu'ils ont déjà été bien sympas d'accepter de prendre un café pendant 1 heure, et qu'ils auront peut-être du mal à le redemander. Mais encore une fois, si l'optimum de valeur pour eux, c'est cette heure
j'ai passé avec eux et qu'ils en ont eu, enfin qu'ils en ont tiré de la valeur. Ouais. Si c'est l'optimum de valeur, on va en rester là et je vais les recroiser de temps en temps et puis prendre de leurs nouvelles pendant 5 minutes, 10 minutes et si ça suffit, ça suffit. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des fois, tu penses que t'as pas été bon dans un rendez-vous? Ah bon, on peut toujours faire mieux, oui. Ouais, mais justement, dans ce moment où toi, tu essayes de donner un maximum et tu repars et tu te dis, j'étais pas là, je leur envoie un WeChat. S'il y a une idée, si le lendemain je pense à un truc, je leur envoie un petit message WeChat en disant, tiens, au fait, t'as pas pensé à ça, j'ai pas pensé à ça, et tu devrais regarder, et puis voilà, c'est fini. Ouais. Ton objectif, il est, quand on t'écoute, tu aimes être plutôt bien organisé, continuer à apprendre et pouvoir faire un maximum de choses, parce que différentes en plus, parce que je pense que c'est là où on apprend le même, et je vais avoir du mal à te juger. Mais aujourd'hui, tu aimes être organisé, et je pense que, tu sais, il y a des gens qui aiment biohacker leur corps et devenir meilleur à ça. Toi, je pense que c'est peut-être plus là-dessus, c'est sur l'organisation générale. Où est-ce que tu penses que tu as encore vraiment du boulot à faire? Un peu partout. Et toi, tu es un peu troisième dan comparé à pas mal de gens. Ou en tout cas, ceinture noire. Peut-être, mais je sais pas ce qu'il y a au-dessus de la ceinture noire, j'ai pas fait d'arts martiaux. Non, mais la gestion du temps, et je le dis d'ailleurs dans l'atelier, je m'applique les principes que je prêche, mais il m'arrive de m'attraper moi-même à pas être assez discipliné. Et dans le mentorat et dans le coaching, tout le monde a besoin de mentor. Et aujourd'hui, j'en ai pas vraiment. Okay. Mais j'aurais besoin de quelqu'un qui me dit attention là, t'as dépassé ton quota d'heures ou t'as pas rempli ou ton calendrier ou tu devais faire ça et t'avais tes objectifs là, t'as bossé sur des priorités 3 là cette semaine, qu'est-ce que tu fous? J'ai pas ça aujourd'hui. T'as jamais payé un coach par exemple? T'as jamais essayé d'avoir d'être suivi comme ça pendant quelques mois, quelques semaines? Non, il paraît qu'il y a plein de gens qui le font gratuitement. Alors, je sais pas pourquoi j'irais payer un coach. Non, mais tu vois, pour moi c'est ça la différence entre un coach et un mentor. D'accord. Tu vois, pour moi, je pense qu'un coach, c'est quelque chose qui arrive avec des sessions qui sont structurées, et donc tu achètes un service, alors que le mentor, il est là pour te tenir la main et t'accompagner, en fait. Donc ça, en fait, je devrais, et je pense que ça m'aiderait pas mal. Ouais. Donc il faut trouver un mentor. Qu'est-ce que tu fais Mais qu'est-ce que tu fais les lundis après-midi? Mais tu sais, je pense moi j'ai essayé aussi, et en fait, je pense qu'il faut déjà quelqu'un en qui, pour moi, on va parler. Je pense qu'il me faudrait quelqu'un en qui j'ai énormément de respect, quelqu'un que vraiment j'admire en fait dans son développement personnel mais aussi professionnel, et je pense que ça passe par là aussi, donc il faut déjà trouver des calibres, et puis plus tu deviens vieux et plus tu fais des choses, plus c'est difficile de trouver cette personne-là. Alors le mentor n'est pas forcément quelqu'un de plus âgé que toi. Moi j'ai mentoré 2-3 personnes qui étaient plus âgées que moi, et je pense que j'ai réussi à leur apporter de la valeur. Il y a aussi ce qu'on appelle le reverse mentoring, où c'est des jeunes entrepreneurs qui mentorent des CEO ou des general managers de 50 ans. Et en fait, ça s'appelle reverse mentoring pour dire, voilà, normalement, ça devrait être le contraire. Mais en fait, on pourrait enlever le reverse et on pourrait dire, oui, un jeune start-upper de 28 ans, il a des choses à raconter sur l'économie numérique et sur les nouveaux usages à des CEO de 50-60 ans. Et c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs dans ce qu'on appelle le mentorat classique, où quand donc quelqu'un, un CEO qui a fait un bel exit, dit tiens, je vais aller mentorer les petits jeunes de 28 ans, et il ressort de la séance et il a appris plus de choses que il y a eu un learning, il y a eu de l'apprentissage, et les deux ont appris les uns les autres, et souvent le mentor il apprend plus que le menti. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui a plus d'expérience, c'est pas forcément quelqu'un qui est plus âgé. Par contre, je pense qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit pas trop proche, dans les cercles. Ça peut pas être un employé, ça peut pas être un partenaire, un business partner. Si c'est des gens, toi, je te disais en plaisantant qu'est-ce que tu fais lundi,
je pense que tu serais pas un bon mentor pour moi et je serais pas un bon mentor pour toi parce qu'on se connaît trop, On est trop et on proches. se voit trop souvent et on est trop dans les mêmes cercles. Donc un mentor, c'est quelqu'un qui doit être un peu extérieur dans un cercle un petit peu éloigné, qui va avoir un regard candide et qui va poser des questions en disant mais qu'est-ce que tu fais là, French Tech, qu'est-ce que ça t'a ramené, qu'est-ce que ça t'a apporté, parce qu'il connaît pas, il comprend pas forcément d'où ça vient, où ça va, et puis il regarde mon calendrier, il voit le temps que j'y passe, il dit mais tu passerais le même temps dans ton business, tu ferais 4-5 points de croissance en plus. Donc il va me challenger là-dessus, et il va falloir que je lui explique, il va falloir que je lui pitch, et si j'arrive pas à le convaincre, il me dira réduis le temps que tu mets dans telle ou telle activité. Voilà. Donc je pense qu'un bon mentor, pas forcément plus âgé, mais dans un cercle relativement éloigné, quand même quelqu'un qui a des connaissances business, faudrait quand même que ce soit un entrepreneur. J'irai pas chercher un chirurgien. Bien sûr, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle talent quand même, quoi. Il faut quand même qu'il comprenne. Voilà, mais un entrepreneur un peu éloigné. Pas trop de connexion et pas trop proche. Ouais. Et alors justement, en termes de conseils aujourd'hui, tu rencontres beaucoup d'entrepreneurs toutes les semaines et aujourd'hui, quand tu vois ce que tu as fait, quand tu as démarré à l'époque, donc c'était Jump Technology, et démarrer ta boîte à ce moment-là et la démarrer aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait des conseils que tu aurais aimé avoir à ce moment-là et qu'on t'a pas dit, ou tu as découvert beaucoup trop tard, ou c'est facile, j'ai pas eu trop de conseils quand je suis arrivé et une grande part de ma motivation et de mon implication aujourd'hui, enfin on va dire ou le pitch de ces activités-là, c'est de fournir l'aide que j'ai pas eu quand j'ai démarré. Voilà. Donc c'est la manière dont j'ai formulé cette vision-là. Donc j'ai eu aucun conseil. Donc le premier conseil, c'est d'avoir des conseils. C'est de discuter, c'est de parler, c'est d'échanger. Un conseil très souvent aux start-upers, parlez de votre projet, pas garder ça sous cap, secret, en parler à tout le monde, tout le temps, partout. Pitcher 24/24, pitcher la serveuse au restaurant, pitcher dans les avions, pitcher dans les salles d'attente, pitcher tout le temps. Et parce qu'on sait pas, parce que si les gens comprennent pas, le pitch il est pas assez bien rodé. Si les gens comprennent, mais ça les intéresse pas, c'est que c'est pas assez excitant. Donc parler du projet à tout le monde tout le temps. Voilà. C'est le premier conseil. Après donc les réseaux. Donc la French Tech est aujourd'hui un bon réseau pour un entrepreneur français dans la tech, et puis on essaie de l'étendre à la non-tech ou au business un peu périphérique, aux industries un petit peu périphériques. Donc cet effet réseau, demander de l'aide, ça c'est pareil. Donc ça répond aussi à ta question. Qu'est-ce que je pourrais faire mieux? Je pourrais demander de l'aide plus souvent à plus de monde, et j'ai trop tendance à faire les choses moi-même en interne avec mes équipes, à faire tout en interne, cuisiner à la maison, alors qu'il y a le main. Donc trouver les bons partenariats. Un grand classique pour les startups B2C, c'est de passer en B2B2C pour les premières phases. En général, ça crée des phases d'accélération phénoménales. Donc quand une startup B2C trouve un partenaire B2B qui a 100 000 utilisateurs pour un service complémentaire au leur, il passe d'une acquisition de 5-10 nouveaux clients par semaine à 100 000 en une semaine. Enfin, un mois pour négocier et savoir comment ils vont travailler ensemble, mais ils font 100 000 pour un coût d'acquisition zéro, avec juste un partage de com, mais même s'il laisse 80% de commission, les 20%, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Donc c'est vrai que ça, c'est une vraie tendance aujourd'hui, je trouve. Il y a de plus en plus de sociétés qui vont pas essayer d'internaliser le tout. Elles ont compris qu'on va peut-être aller chercher la ressource et le savoir-faire ailleurs. Mais même pour l'acquisition, donc pour des startups, de trouver un bon partenariat, ça peut diviser les coûts d'acquisition par 100 ou par 1000. Et beaucoup de startups en B2C s'acharnent sur le B2C à aller chercher les clients un par un, avec du content marketing qui coûte finalement assez cher, et du SEO qui peut coûter assez cher aussi, alors qu'avec un partenariat, ils peuvent récupérer 100 000 clients d'un coup. Tout de suite, Ils vont en convertir peut-être qu'un dixième, mais ça peut être un formidable accélérateur.
Et après, quand ils sont établis, ils peuvent revenir à un modèle B2C. Mais au début, en bootstrap, il vaut mieux un bon partenariat B2B. Encore une fois, hein, volontairement, je noircis le trait. Il vaut mieux un bon partenariat B2B où il lâche 80% du revenu et non que 20%, que d'essayer d'aller chercher, de s'épuiser, aller compter les clients un par un. Ouais, et en termes de traction, c'est juste phénoménal. Ouais, tout à fait. Tu vois, avec tout ça et tout ce que tu aurais pu faire, parce que là, c'est un peu les tu sais quoi, c'est les conseils que le Stéphane d'aujourd'hui est en train de donner au Stéphane de 98. Ouais, tu vois. mais il n'aurait pas écouté, c'était un jeune con. Il aurait rien compris. Il aurait rien écouté. Il aurait rien compris. Oui, c'est ça aussi. J'aurais rien. Peut-être. Ouais, il y a des choses que tu comprends que à partir d'un. Il y a ça c'est pareil que ce soit les entrepreneurs ou les enfants. Il y a un certain nombre d'erreurs qu'ils vont commettre de toute façon. Ouais, tu es obligé d'arriver à un certain niveau. Il faut qu'ils mettent la main sur la plaque chaude une fois pour apprendre que ça brûle. Ouais. Tu leur dis, t'as pas d'enfant mais tu verras plus tard. Tu leur dis 10 fois, tu leur dis 20 fois, c'est le jour où ils mettent la main sur la plaque. Ouais. Ils se brûlent un petit peu, ils seront pas trop mal, mais au moins ils mettront pas la tête dans le four, quoi. Voilà. Et il y a des erreurs. Et les entrepreneurs c'est pareil, c'est des grands enfants, hein. Il y a des conneries, il faut qu'ils les fassent eux-mêmes. Ouais. Voilà. Il y a des erreurs, de toute façon il faut passer par là. Et si un mentor leur a dit, ils vont faire demi-tour un petit peu plus rapidement. Et il y a des fois il faut qu'ils les fassent. Il faut y aller. Cette histoire de B2B, B2C, j'ai vu pire, j'ai vu des startups qui étaient en B2B, qui avaient un bon modèle, et ils ont dit le futur c'est B2C. Et puis après, moi et d'autres mentors, on leur a dit vous faites une bêtise, vous êtes en B2B, c'est solide, ça passe à l'échelle, vous avez les relations, c'est un univers que vous connaissez, allez pas vous perdre en B2C. Il a fallu qu'ils aient touché la plaque et se brûler, quoi. Marche arrière, demi-tour, mais je pense que parce qu'on leur avait dit ce qui allait se passer, on leur a prédit, ils se sont pas acharnés pendant 2 ans, au bout de 3 mois, 6 mois, ils ont fait demi-tour, ils ont dit ok, bon, je pense qu'ils se reconnaîtront. Ouais. Et ils ont dit ok, ils avaient raison, machin que ça. Mais il a quand même fallu y aller, brûler un petit peu d'argent de leurs investisseurs, et ils ont fait demi-tour un petit peu plus vite que si on leur avait pas dit. Ah bah très bien. Mais alors, qu'est-ce qu'on aurait pu penser ou toi, comment tu aurais pu penser voir quand tu étais en France, est-ce que si tu n'avais pas été en Chine, tu serais où? Tu aurais été où? C'est pas une question que je me pose. Ouais, je pense que c'est impossible. Ouais. Le chemin qu'on n'a pas pris, on ne sait pas où il va. Hein. Ok. Tu serais peut-être encore en train de travailler dans les banques. Ah, je pense pas. Non. En fait, le chemin que j'ai pris, c'était pas rester en France ou partir en Chine. Grosso modo, c'était partir en Chine ou partir aux États-Unis. Okay. Mais partir, c'était sûr. Et peut-être que si j'étais parti aux États-Unis, je serais rentré en France au bout d'un moment. Il y aurait eu de la start-up, ça aurait sûrement été de la Silicon Valley, à mon avis. Ouais. Je serais sûrement milliardaire. et là, maintenant que tu es en Chine depuis quelques années. J'aurais peut-être fini chez Twitter. Mais c'est impossible. Encore une fois, c'est impossible. Là, tu n'es toujours pas milliardaire, donc du coup, tu vas encore rester quelques années. Ouais. Est-ce que tu envisages justement de partir, rentrer en France, ou c'est pas forcément l'objectif? Pour rentrer en France, la première décision, c'est de partir de Chine. Et j'ai pas pris cette décision. Ouais. T'as jamais eu envie de... Alors, c'est vrai que peut-être avec ton Jump Technology, ça avait plus de sens d'avoir une société en France à un moment pour faire du développement commercial. Que j'ai fermé depuis. Que t'avais? Tu avais des opérations en France? Je l'ai eu au début, parce qu'il y a des gens qui savaient pas faire de transfert à l'international. Ils savaient pas m'envoyer des euros à Hong Kong. Ah. Des clients dans les banques en plus. Il n'y avait pas que des banques. Ouais, d'accord. Et il leur fallait une facture sans TVA, ils ne savaient pas ce que c'était. Ouais. Voilà. Bon, d'accord. On parlait il y a 14 ans. Ouais, bien sûr. Et ils ne savaient pas faire de transfert. Et tu vois, le problème aujourd'hui, pour être tout aussi bon, tu as moins besoin d'avoir des bureaux en France aujourd'hui. Tu me diras, mais c'est vrai que d'aller faire de l'éducation et d'aller faire cette partie d'éducation justement directement en France, auprès de certains de tes clients, même si aujourd'hui tous tes clients ne sont pas forcément français, tu me diras. Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir un besoin. Mais maintenant on les voit en Chine, puisqu'ils viennent en Chine. Ils viennent voir. Ils viennent en Chine pour des learning expeditions. Ouais. Et c'est le moment où on les éduque, et c'est le moment où t'en fais aussi, où on prend un micro, on leur présente et on leur explique. Donc on n'a plus besoin d'aller en France pour leur expliquer, ils viennent ici. Et la question que tu aimes bien, qui est de savoir un peu si tu sais, les gens que tu as en France, que tu as ta famille, tes amis, les gens avec qui tu as fait des études,
est-ce qu'ils comprennent aujourd'hui ce que tu fais? Je pense que tu es parti très très loin de de l'IT en banque, tu vois. Ouais. Ils comprennent pourquoi tu es là, ce que tu fais. Qu'est-ce qu'ils croient que tu fais d'abord, en fait? Qu'est-ce que ta mère croit que tu fais au jour le jour? C'est une question différente. Donc les amis, ils comprennent un peu le business. Certains font des startups d'ailleurs. Il me reste pas forcément beaucoup d'amis avec qui j'ai gardé contact. C'est difficile de garder des amitiés du 1000 km. Tu étais d'où en France? Moi j'étais de Normandie, mais après j'ai fait ma carrière en France. Mes collègues de travail étaient en France. Donc c'est difficile de garder des relations en passant une semaine tous les 6 mois, en France. Et puis on parle de plein de choses et on parle pas forcément du business. Ma famille, c'est pas forcément des gens qui sont tellement business. Ce que comprend ma maman, c'est quand je lui envoie un article, même s'il est en chinois, il y a ma photo, j'étais sur scène et j'avais un micro, elle comprend que ça devait être important, voilà. Et qu'il se passe des choses, quand je suis pris en photo avec le consul, des délégations officielles, elle dit tiens, il doit faire des choses importantes. Au quotidien, le business, l'entrepreneuriat, moi je suis pas d'une famille entrepreneuriale, donc ils comprennent pas forcément est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est quand je leur donne des nouvelles de business, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Ils n'arrivent pas à la jauger. C'est difficile, c'est difficile pour eux de juger ça et les difficultés et l'incertitude de pas avoir un salaire qui tombe tous les mois ou de temps en temps pouvoir s'augmenter ou réduire son salaire. C'est pas des choses qui leur parlent et c'est difficile pour eux d'évaluer la situation et de la comprendre, quoi. Mais peut-être ils disent en général ils pensent que je travaille trop et que je suis fatigué, ce qui est pas faux non plus. Mais pourquoi la vision, l'organisation, c'est pas des choses sur lesquelles on échange beaucoup, quoi. Et tu dis qu'ils n'étaient pas forcément entrepreneurs, mais moi c'est ce que je me demande des fois. Tu vois, tu arrivé en Chine, tu savais que tu voulais partir, tu as vu la Chine, il y avait des opportunités. Est-ce que c'est finalement une solution et tu t'es dit, je ne peux pas aller travailler dans une boîte ici parce que je ne saurais pas comment faire, je ne parle pas chinois ou quoi que ce soit, et donc du coup, la solution c'est de le faire par moi-même. Est-ce que ça a été un petit peu ça et finalement tu es un peu devenu entrepreneur malgré toi? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pensais que je pensais que la Chine était intéressante. Mon épouse avait plutôt envie de revenir ici. Encore une fois, on aurait pu aller vivre aux États-Unis, ça serait sûrement bien passé. Et donc, pour venir ici, il faut un projet professionnel. Donc, la première idée, c'était de trouver du boulot. Donc, j'ai refait mon CV, j'ai mis une cravate, j'ai cherché des cabinets de recrutement internationaux où les gens allaient parler anglais. Je leur ai présenté mon CV. Et ils l'ont pris gentiment. J'ai vraiment sonné à la porte et je suis allé avec mon CV imprimé. À l'époque, il fallait imprimer son CV. Et ils ont regardé mon CV. Ils m'ont dit vous n'avez pas d'expérience en Chine. Et je leur ai dit oui, c'est pour ça que je viens vous voir. Mais j'ai très rapidement compris que c'était l'œuf et la poule. Sans expérience en Chine, on ne trouverait pas de boulot en Chine. Et donc la seule solution, c'était de créer mon boulot. Il y avait ce désir d'entrepreneuriat un peu. Tu l'avais quand même. Un peu là. Et c'était à la fois l'occasion et la solution et la pression. Il n'y avait pas tellement il n'y avait pas d'autres voies qui paraissaient viables pour arriver à faire ça. Voilà. Et tu t'es dit à un moment parce que tu nous as expliqué que le début a été un peu difficile, tu n'arrivais pas à avoir tes amis sur lesquels tu pensais pouvoir compter à un moment, tes anciens collègues qui t'ont lâchement laissé tomber. Je leur en veux pas. C'est tout à fait compréhensible de leur point de vue. Mais c'est sûr. Et il y a eu des fois où tu t'es dit que tu allais partir, que tu allais rentrer à ce moment-là, où tu t'es dit on va pas dans la bonne direction? Non, en fait, plus le temps avance, plus l'investissement est lourd et émotionnellement et en termes de temps. Donc plus on a envie de s'accrocher. C'est un tour de plus au poker, tu sais. C'est exactement ça. Cheaté un peu plus. Et tu dis, non, je vais pas me coucher pour reprendre un terme de poker, en disant, non, je vais pas mettre 8 ans de ma vie à la poubelle juste parce que là on a un petit contretemps et que les clients ont payé en retard et on est un peu court. Je vais pas mettre 8 ans de ma vie, je vais pas mettre 10 ans de ma vie, je vais pas mettre 14 ans de ma vie à la poubelle. Donc un tour de plus et on est reparti pour 12 mois. Et donc plus le temps avance et plus on développe cette résistance.
Et il y a aussi un peu ce côté, alors qui est un petit peu dangereux, ce côté un petit peu daredevil, ce côté un peu casse-cou, de dire bon, on a survécu une fois, 2 fois, 3 fois à l'apocalypse, donc bon là c'est chaud, mais ça y est, c'est bon, ça va passer quoi. Voilà. Donc il y a aussi ce côté expérience, à peut-être à moins stresser ou à pas assez stresser. Vis-à-vis du danger, vis-à-vis d'une situation difficile, en disant on a vu d'autres quoi. On en a vu d'autres. Mais il faut faire attention à ça parce que c'est là où tu te brûles et c'est là où tu peux te faire mal. On en voit des gens en Chine où on se dit, nous de l'extérieur, on se dit, eux ils sont peut-être restés un petit peu trop longtemps. Ils s'acharnent un peu, il faut peut-être y aller là. Mais plus sérieusement, j'essaie de. Il y en a. C'est un point extrêmement intéressant. Et c'est une discussion. Quand est-ce qu'on jette l'éponge et quand est-ce qu'on arrête quoi. C'est là où le mentor peut aider aussi. Je pense qu'un mentor peut aider, soit à dresser la barre plus tôt, soit à corriger le tir, soit à dire là non, on peut se retrouver en décalage par rapport au marché. On peut se retrouver avec un ancien business model. Un sujet d'actualité pas très rigolo. C'est les Français qui sont retrouvés dans des situations difficiles, et certains qui sont en prison. Ouais. Et la Chine, de plus en plus, on va dire, se normalise, si on regarde ça avec des yeux d'occidentaux. Il y a des pratiques, il y a 10 ans, tout le monde faisait ça, et puis tout le monde faisait comme ça, et c'était normal, et on prenait absolument aucun risque. Les lois changent, les lois deviennent plus strictes, l'application des lois devient plus stricte aussi. Et donc des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là peut-être depuis 10 ans, depuis 15 ans, et qui n'ont pas forcément vu le vent tourner. Et là oui, il y a un vrai danger à dire non mais tout le monde fait comme ça, et puis tous les entrepreneurs chinois font comme ça. Alors déjà il y a toujours une tolérance différente entre ce qu'un entrepreneur chinois peut faire en Chine et ce qu'un entrepreneur étranger peut faire en Chine. C'est la réalité, c'est écrit dans la loi. Les lois sont différentes, les droits et les devoirs des étrangers en Chine sont différents des Chinois. Personne ne peut dire le contraire, c'est écrit dans la loi. Voilà, les WOFI, les business licenses qui sont autorisés pour les WOFI et celles qui sont autorisées pour les boîtes chinoises ne sont pas les mêmes. Donc je ne critique pas en disant ça, c'est complètement factuel. Mais je pense que c'est en train de changer, et c'est plutôt une bonne chose parce que ça ramène un certain équilibre. Mais il y a des entrepreneurs étrangers qui se croient encore dans le Far West qui était la Chine d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, et qui continuent à opérer sur ce modèle-là. Et là, c'est dangereux. Je pense qu'aujourd'hui, une entreprise, d'ailleurs pas que les entrepreneurs, même des entreprises étrangères, une entreprise qui fonctionne aujourd'hui comme elle fonctionnait il y a 10 ans et qui n'a pas revu un petit peu ses politiques internes et qui ne s'est pas tenu au courant des nouvelles lois, mais surtout de leur application et du fait que la Chine est devenue beaucoup plus stricte et beaucoup plus régulée. Alors il y a une subtilité, les juristes ne veulent pas dire état de droit, mais état de loi, ou je ne sais plus exactement. Je crois que c'est état de loi. Oui. État de loi, voilà. Ouais. C'est de plus en plus un état de loi. Alors, pas un état de droit, je ne sais pas pourquoi, il ne faut pas dire ça. Et là, il faut commencer à s'y mettre sérieusement. Les gens qui n'ont pas commencé ça devraient s'y mettre très rapidement. Ça, c'est un sujet très pointu et très aigu aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que les sociétés qui arrivent ou les entrepreneurs qui arrivent en Chine sont beaucoup plus conscients en fait et sont un peu plus préparés que justement ceux qui sont là depuis 10 ans et qui à des moments ils ont arrêté de se poser les questions et ils se disent on faisait comme ça, on continue quoi. Non mais c'est très vrai. Il y en a pas dans le FND du tout. Le FND ça reste très compliqué. Mais non mais c'est intéressant, je pense que tu vois dans le podcast on a eu beaucoup de gens qui tiennent ce discours-là, c'est-à-dire que ce que je trouve qui est très intéressant, c'est que c'est un message qu'on a l'impression assez subtil, mais j'ai l'impression que tout le monde l'a bien compris. Et il y a encore des gens qui sont encore old school. Enfin, il faut le répéter, je pense. Il faut le répéter, mais heureusement, je pense que ça reste une minorité. Les gens commencent à se faire encadrer un petit peu plus, ils vont chercher de l'aide. Tous ces réseaux, tous ces groupes, tu vois, avec la French Tech, toutes les conférences, les groupes d'entraide qu'on va pouvoir avoir, les différentes associations professionnelles
qu'il y a, c'est aussi le message pour tout le monde. On voit bien que côté RH, côté immigration, côté tout ce qui peut être lié à la douane, et alors si on fait rentrer la FDA dans la danse, ça devient compliqué. Non, mais très bien. Je pense que on voit bien en fait qui tu es. Je pense qu'on a commencé à se dire bon. C'est un peu la machine. Il va falloir que je l'écoute pour savoir qui je suis. Si tu vas voir, ça va m'intéresser. Ouais, dans quelques jours, ce sera comme ça. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast de Backstage. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Un sujet sur lequel on n'a pas touché. Je suis habitué au podcast. Je les ai tous écoutés religieusement, donc rien d'inattendu. Non, peut-être sur le futur. Mais d'ailleurs, oui, tu la poses d'habitude. C'est vrai. Où est-ce que c'est un peu la question de la fin. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour dans 5 ans, dans 3-5 ans? Dans 3 à 5 ans, de continuer à apprendre des nouvelles choses. Ça, faut pas s'arrêter et je m'arrêterai jamais jusqu'au dernier jour. Voilà. Ouais. J'espère apprendre quelque chose de dernier jour de ma vie. C'est un peu macabre, mais ça projette dans le futur. Donc la situation dans 5 ans, je peux pas la décrire en termes d'activité capitalistique. Peut-être j'aurais vendu, peut-être j'aurais pas vendu, peut-être j'aurais restructuré, peut-être c'est moi qui aurais acheté d'autres, ouais. J'aurais peut-être construit un empire. Je sais pas le décrire en termes de situation, et je pense que c'est un exercice qui est assez vain en Chine, parce que les choses vont beaucoup trop vite. Mais ce qui m'importe encore une fois, c'est de continuer à apprendre et de continuer à bouger parce que l'environnement bouge, et de continuer à me repositionner. Donc je pense que j'aurai, comme Shops of the Future, j'aurai d'autres initiatives, d'autres sujets, j'aurai rajouté d'autres offres, ouais. D'autres départements, des bons partenariats. J'espère que j'aurai trouvé un mentor. Ça, je vais me l'écrire. Je vais me mettre dans mon calendrier. Dans tes smart goals. Ouais. De me trouver un mentor, mais pas dans 5 ans, un peu plus tôt que ça, avec une structuration que je connais bien pour l'avoir de l'autre côté. Et je pense que c'est ce qu'il me faut. Donc pour pouvoir répondre à cette question, j'ai besoin d'un mentor, et aujourd'hui j'en ai pas. Appel aux auditeurs. Et envoyez-moi un WeChat si vous avez envie de devenir mon mentor. Alors on mettra tous tes contacts dans les crédits de l'article. J'ai une question, mais on revient un petit peu en arrière, mais tu as dit un truc à un moment, peut-être que tu aurais travaillé chez Twitter. J'en sais rien. Et en fait c'est marrant parce que je me dis que tu as vu. Il y a un moment, tu t'es dit, bon, soit on va aux États-Unis, soit on va en Chine. Tu as décidé de partir en Chine. Donc, tu as vu tout le boom Internet depuis la Chine. Tu as vu la Silicon Valley devenir la Silicon Valley depuis ici. Il n'y a pas un moment où tu te dis, ah mince, j'aurais dû être là-bas, ou... Parce que tu es encore au début ici, tu vois, c'était... Facebook démarrait. Encore une fois, j'ai pas de regrets sur le passé parce que je peux pas le changer. Donc on peut influencer le futur, on peut pas influencer le passé. Et donc j'ai cette philosophie de pas regretter les choix que j'ai faits parce qu'ils sont faits et ils sont dans le passé. C'est des occasions d'apprendre. Donc j'ai aucun regret, mais encore une fois, c'est quasiment une philosophie de vie. Et ce chemin que j'ai pas pris, je sais pas où il allait. Ouais. Donc celui que tu as pris, il t'a amené. Celui que j'ai pris m'a amené à ce qui m'a amené. Ouais. Et je peux dire aujourd'hui, et puis je vois à peu près ce que je vais faire demain, c'est dans mon calendrier. Mais ce qui va se passer dans 6 mois, ce qui va se passer dans 1 an, je sais pas. Et puis la Silicon Valley, on la croise de plus en plus ici. Elle vient, pareil, elle vient en vadrouille, elle vient aussi en Learning Expedition. Et ce qui s'est passé ici, c'était intéressant, c'était différent, c'est un modèle différent, et ça c'est quelque chose que j'ai vu très très tôt. C'est quelque chose qui m'a énervé quand je préparais mon départ en Chine et que je parlais de la Chine en France à des gens qui n'y étaient jamais allés mais qui avaient des opinions quand même, parce que c'est des Français. Donc ceux qui avaient le plus compris l'Asie disaient bon, l'Asie c'est bien, mais il va falloir qu'ils se mettent au modèle européen. Et ma réponse était non, vous vous trompez. Et c'était avant que je vienne en Chine. Enfin, j'avais quand même passé 1 an à Hong Kong. Et j'essayais poliment d'expliquer aux gens
faisait ces commentaires-là, que non, vous vous trompez, je pense que l'Asie et surtout la Chine va inventer un modèle différent. Il sera pas mieux, il sera pas moins bien que le modèle européen, mais ce modèle va être différent. Et c'est une grande opportunité pour le monde qu'il y ait un modèle différent, qu'il se passe des choses différentes. Et alors, je peux me jeter des fleurs et me taper sur l'épaule d'avoir dit ça, d'avoir tenu ce discours-là il y a 15 ans, parce qu'aujourd'hui, clairement, le monde est bipolaire ou tripolaire, avec les États-Unis et la Chine. L'Europe est encore en train un petit peu de se chercher. Et le modèle en Chine, c'est différent. Ça ne ressemble pas. La Chine s'est pas développée en copiant les modèles. Elle s'est développée en copiant les produits, ça c'est sûr. Elle le fait encore un petit peu, même s'il y a de plus en plus d'innovation et il y a de moins en moins de copies. Mais surtout, c'est un modèle de société, c'est un écosystème, c'est un Internet différent, et c'est des modèles différents, à une vitesse différente. Et c'est exactement ce que je cherchais en venant ici. Et je suis très content de l'avoir vu se construire, se développer, et d'être capable d'en parler aujourd'hui, et de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, d'avoir vu cette histoire se développer. Et historiquement, c'est quand même en termes économiques, un développement économique, à la fois en termes de GDP, en termes de pouvoir de consommation, même en termes de liberté. On parle toujours de la liberté d'expression en Chine, mais il faut voir ce que c'était il y a 20 ans. Voilà, les gens qui sont venus il y a 20 ans et qui voient la Chine aujourd'hui, qui voient ce qu'on voit à la télé, dans les médias, ce que les gens disent, ce que les gens partagent. L'évolution. Il faut voir ce que c'était il y a 20 ans. Il faut voir ce qu'on voyait à la télé il y a 20 ans. C'est juste, si on prend une émission, n'importe quelle émission de télé-réalité ou d'entertainment aujourd'hui, on prend une machine à remonter dans le temps, on montre ça aux Chinois d'il y a 20 ans, les mêmes, ceux qui sont encore vivants aujourd'hui, ils seraient horrifiés. Et les mêmes Chinois aujourd'hui regardent passer ça à la télévision et on trouve que c'est normal. Donc c'est vraiment un changement historique, et je suis très content d'avoir vu ça. J'aurais pas vu, parce que l'évolution de la Silicon Valley il y a 20 ans et la Silicon Valley aujourd'hui, il s'est passé plein de choses, mais c'est pas aussi drastique peut-être. Oui, c'est pas du tout le même degré de transformation. Même moi, j'ai du mal à me rappeler comment c'était il y a 15 ans. J'ai quelques images, j'ai quelques sensations, quelques sentiments, et de temps en temps, j'essaie de me souvenir, mais ça paraît tellement loin. Un autre pays, un autre temps. Du coup, tu es optimiste pour la suite? En tout cas pour toi. Je pense que globalement, les Chinois le sont, et comme tout le monde me le dit, je suis devenu un petit peu chinois en partie. La situation cette semaine, c'est mieux que la semaine dernière, et c'est mieux que l'année dernière, et c'est mieux qu'il y a 10 ans, et c'est mieux qu'il y a 20 ans. Et je pense qu'il y a cet optimisme, même s'il est encore un petit peu en train de se tasser. C'est un peu compréhension. Mais les choses se sont améliorées. La pollution s'est améliorée. Les chiffres de pollution se sont améliorés. Voilà. Encore une fois, le business se régule, se régularise. Les opportunités continuent à grandir, c'est plus structuré, il se passe plein de choses intéressantes. Il continue à se passer des choses intéressantes. Moi, tant que je m'amuse et j'apprends des choses, moi je reste ici. Tu disais que tu n'avais jamais de regrets, j'espère que tu n'avais pas de regrets sur ce podcast. Je sais pas, faudra que j'écoute. Je te dirai après. Merci beaucoup Stéphane d'être venu. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et comme je le disais, donc on mettra toutes les coordonnées sur l'article qui va avec cet épisode, de manière à ce que les gens puissent découvrir un petit peu plus ce que tu fais, les différents projets dans lesquels tu es, System Emotion et Shop of the Future, pour en savoir un petit peu plus. Et nous on se voit très bientôt. Et sinon pour l'épisode, c'est la semaine prochaine. Allez, à bientôt. C'est trop Voilà, j'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment avec Stéphane. En tout cas, moi cet entretien m'a plu. Et si c'est le cas aussi pour vous, je vous invite à le dire. Abonnez-vous sur iTunes, laissez-moi des likes, parlez-en autour de vous, ça servira forcément à quelqu'un dans votre entourage. Et puis si vous avez des commentaires, des feedbacks, des gens que vous aimeriez que j'interviewe, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Vous trouverez toutes les informations dans l'article allant avec cet épisode. En attendant, je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode.